Bonsoir à tous. On est mis en bonne ambiance puisque il ne fait pas très chaud dans la salle. Donc, je ne sais pas si je dois remercier Denis Laborde de m'avoir demandé de venir de vous parler aujourd'hui de cette question du droit d'avoir froid, parce que c'est pas si évident que ça de parler de ça. Et puis, c'est jamais évident quand on est spécialiste soi-même d'une région d'en parler à des gens qui la connaissent moins. Alors, histoire de vous impliquer un peu dans l'histoire, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de fermer les yeux. Si, il faut fermer les yeux. Et puis, pensez à vous, quand on vous dit Arctique, quelles sont les trois images qui vous viennent dans l'esprit? Quelles sont les trois images que vous voyez si vous fermez les yeux en pensant à l'Arctique? Ça y est, vous avez vos trois images. Vous pouvez essayer d'y rajouter du son, puisqu'on est dans un festival qui donne place à la musique. Le son arctique, on en parle rarement. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais il est possible que vous ayez vu quelque chose comme ça, c'est-à-dire du blanc, de la neige, des rochers qui affleurent, et puis une lumière rasante dans des zones qui sont connues pour être pas toujours très éclairées. Vous avez peut-être vu ça aussi, c'est un peu la même chose par plus mauvais temps, ou ça, vous ne l'avez sûrement pas imaginé, mais quelque chose qui a rapport avec, comme ça, des grandes sculptures de glace qui sont sculptées par le vent. C'est quelque chose qui vous est sans doute, ou qui peut vous être venu à l'esprit, ou peut-être un caribou. Et puis, d'une façon générale, cette iconographie qui vient très très souvent à propos de l'Arctique, les igloos, la maison de neige, et non pas de glace, j'y reviendrai, et puis le traîneau. En revanche, je suis à peu près sûre que personne n'a imaginé ça, parce que quand on pense à l'Arctique, il est très rare que l'on se souvienne qu'il existe un été arctique, que l'on se souvienne ou que l'on pense, que l'on imagine qu'il y a un été arctique. Quand je suis venue tout à l'heure, on m'a demandé si j'avais du son. J'ai dit non. Et effectivement, dans l'Arctique, il y a du son, mais il n'y a pas de... L'ambiance sonore est très, très silencieuse. Donc, ce qu'on entend comme son, ce sont des pierres qui craquent, des éboulements de rochers, de la glace qui craque, le vent, bien sûr, quand il y en a, un corbeau qui croasse, mais ce sont toujours des sons extrêmement clairs, extrêmement nets, parce que l'ambiance sonore, ce qu'il y a autour, est extrêmement silencieux. Donc tout résonne et chaque son est isolé. Et peut-être que plus tard, dans le film et à propos des Katajark, vous reviendrez. C'est intéressant d'avoir un petit peu ça en tête, qu'on est dans des espaces sonores qui ne sont pas saturés de sons comme le sont les nôtres. Mais bon, là, je suis sur les paysages arctiques et la nécessité, avant de penser le froid, de se dire que quand on revendique le droit d'avoir froid, ça ne veut pas dire qu'on a froid tout le temps dans l'Arctique. En bonne géographe, je n'ai pas pu résister au fait de vous mettre un diagramme ombrothermique, ça s'appelle, où vous avez la température et les précipitations. Et effectivement, dans l'Arctique, on a des températures qui sont la plupart du temps pendant à peu près, selon les latitudes, à peu près 8 à 9 mois par an sous zéro, sous le 0 degré Celsius, mais à l'intérieur de cette vaste zone qui se trouve en température en dessous du degré 0 Celsius, qui marque le niveau de température auquel l'eau gèle, mais l'eau douce, l'eau salée gèle plutôt à moins 2, moins 3 degrés, et puis une eau qui serait sans mouvement, on a une grande amplitude, puisque moins 35 ou moins 5, ce n'est pas du tout pareil. Par ailleurs, puisqu'on parle du droit d'avoir froid,
comment est-ce qu'on mesure ce froid? On le mesure à travers les sensations du corps, et c'est sans doute le meilleur thermomètre qu'on puisse avoir quand on est dans l'Arctique. Le corps reste finalement ce à travers quoi se mesure l'intensité du froid, et elle se mesure cette intensité à la fois en termes de température, mais elle varie beaucoup en fonction du vent et de l'exposition. Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'on est en période de noirceur? Ça va changer le rapport à cette température, bien entendu, sachant que dans l'Arctique, on est dans une région qui est marquée par les très hautes pressions, ce qui signifie, contrairement à ce qu'on connaît dans le Pays Basque, par exemple, que le taux d'humidité est très faible. Donc le rapport au froid par rapport au ressenti qu'on peut en avoir est très différent puisqu'on a affaire à des froids très secs. Donc c'est compliqué quand on ne les a pas vécus de les imaginer. Ce n'est pas du tout le même rapport, la même façon pour le corps de s'y habituer. Mais on le mesure aussi, et moi j'aime beaucoup montrer cette photo parce que une station météorologique, quand on parle de station météorologique, on imagine toujours plein d'instruments, des choses très compliquées, plein de choses. Et puis en fait, une station météorologique dans l'Arctique, c'est ça, c'est 3 instruments de mesure. Vu de plus près, ça donne ça, et puis c'est tout. Donc, et l'Arctique, quand on parle du froid, du réchauffement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur des régions dans lesquelles les mesures sont relativement récentes. Côté sibérien, plutôt à partir du début du XXe siècle, côté alaskien dans les années 1930, et puis au Groenland aussi, XIXe siècle. En revanche, côté arctique canadien, plutôt à partir des années 1930, 40, 50, avec des régularités plus ou moins fortes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par parler aussi de la question du corps dans ce rapport à la température, parce que les Inuits n'ont pas attendu d'avoir des stations comme celle-ci pour réfléchir à l'intensité du froid, mais ils y réfléchissent évidemment différemment. Alors ça, c'était un autre instrument de mesure pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Arctique est bardé de stations où on va mesurer toutes sortes de choses. Et là, il s'agissait d'un appareil photo qui mesure l'évolution du couvert neigeux sur un glacier au Spitzberg. Mais bon, je reviens à ma question, pourquoi revendiquer le droit d'avoir froid? Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Donc, le discours général à propos de l'Arctique, c'est que l'Arctique se réchauffe, et effectivement, l'Arctique se réchauffe, et que c'est un problème, mais le problème, on l'envisage par rapport au reste de la planète. C'est-à-dire que si les scientifiques se soucient autant et regardent à la loupe et cherchent à mesurer le plus possible l'évolution du climat et notamment l'évolution de l'intensité du froid et de la durée du froid en Arctique, c'est parce que ce qui se passe au pôle affecte ce qui se passe dans le reste du monde, et notamment dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, puisque vous avez une espèce de grande fabrique de froid dans l'Arctique. C'est une machine à fabriquer du froid, et selon ce degré de froid, vous allez avoir des effets à travers la circulation générale, des effets sur des régions qui se trouvent beaucoup plus au sud. Mais au fond, on s'interroge peu sur qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants de l'Arctique que d'expérimenter ce réchauffement. Et on peut même, d'ailleurs, il y a des... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il
il y a tout un discours comme quoi, après tout, ce ne serait pas plus mal, parce que si on a un peu moins froid, ce sera peut-être plus confortable, et que pour les Inuits, pourquoi se préoccuper d'un réchauffement qui peut leur apporter un certain confort. Et les Inuits eux-mêmes vont parfois dire, oui, c'est bien parce que je peux faire sécher mon linge dehors un peu plus longtemps dans l'année, mais ça ne les empêche pas pourtant dans le même moment de la réflexion, d'exprimer une très forte préoccupation par rapport à un froid qui est à la fois moins intense et surtout qui dure moins longtemps. Les zones les plus froides dans le monde ne sont pas les zones en Arctique, elles sont dans ce qu'on appelle le subarctique, au sud du cercle polaire. C'est pas en Arctique qu'il fait le plus froid. Par contre, en Arctique, c'est là qu'il fait froid le plus longtemps. Je vous ai montré, on est sous le degré 0 Celsius pendant 8-9 mois de l'année. Et c'est cette durée du froid qui compte énormément pour transformer les paysages. Et puis, ce qu'on observe aussi beaucoup dans l'Arctique aujourd'hui, c'est le fait que le froid intense, le froid en dessous de moins 30, le froid très froid, qui durait autrefois facilement 3, 4, 5 semaines. Quand je faisais ma thèse en 1991-92, en 1992, j'étais dans un village en janvier, février, mars qui s'appelait Cambridge Bay. Le thermomètre n'est jamais monté au-dessus de moins 30. Voilà. Et quand je suis retournée dans un autre village à Ulrartorp en 2013, en février-mars, c'est pareil, il n'y a que la dernière semaine de mars où le thermomètre était remonté au-dessus de moins 30. Et tout le monde était très content en 2013 parce qu'on retrouvait un vrai hiver, un hiver où il fait froid, vraiment froid, longtemps. Et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important et du coup, comment est-ce qu'on peut relier ça avec ce droit d'avoir froid qui a été exprimé, formalisé par cette femme inuite, Chilawat Cloutier, d'abord à l'occasion d'une conférence qu'elle a faite au début des années 2000 et puis qu'elle a ensuite publiée sous la forme d'un livre. Donc je vous ai reproduit ici la couverture. Alors juste avant, voilà, moi j'ai la chance d'avoir aussi, alors c'est pas la durée du froid, mais c'est la durée d'une expérience arctique qui s'étend maintenant sur 40 ans et qui est évidemment un privilège pour arriver à la fois à saisir les transformations, mais aussi à saisir l'évolution des discours par rapport à ces transformations. Et ce village qui a été pris, dont là vous avez une photo qui a été prise au mois d'août en 2004, vous avez le même pris au mois de mars, ce fameux mois de mars où il faisait si froid, froid si longtemps, en 2013. Tout de suite, ce que vous observez, c'est la transformation du paysage. Et ça, c'est essentiel pour comprendre l'importance du froid, c'est-à-dire que le froid dans l'Arctique, c'est ce qui va avec l'évolution, la variation de la luminosité au cours de l'année, puisqu'on est dans des zones où il fait, dans cette région-là, le soleil disparaît de l'horizon à la fin novembre et réapparaît vers le 20 janvier. Donc on a à peu près 2 mois de noirceur. Et puis en revanche, il est au-dessus de l'horizon, et puis en fait, on a beaucoup plus long de jours continue, à peu près de fin avril jusque début août, parce que même si le soleil est encore en dessous de l'horizon, il reflète une clarté qui se marque très fort dans le paysage. Donc, ce qui va transformer les paysages, c'est la variation des températures. Et ce que vous voyez là, sur la première photo, vous avez une baie avec de la mer. Sur la deuxième photo, vous avez un magnifique champ de glace qui permet de faire plein de choses. Et l'essentiel de l'intérêt du froid, c'est que ça n'est pas
un handicap, ça n'est pas quelque chose, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte créatrice. C'est une contrainte qui permet des choses. Ça n'est pas quelque chose qui empêche, au contraire. Le froid est générateur d'une transformation des paysages qui fait que vivre finalement en Arctique en hiver est presque plus facile qu'en été. Parce que, principalement, la mobilité y est beaucoup plus aisée. Alors, je passe là-dessus, mais juste pour vous dire, parce que je vous parle de l'Arctique, c'est loin pour vous. Donc, on a toute cette zone-là. L'Arctique sibérien est très peu producteur de représentation et d'imaginaire en Europe occidentale. Il est évidemment producteur d'imaginaire du côté russe, mais en Europe occidentale, nos imaginaires associés à l'Arctique sont ceux liés à l'Arctique inuit qui se déploie ici côté nord-américain. Nous, je reviens sur ma première photo, on le voit comme ça, couvert de neige ou pas couvert de neige, mais de toute façon comme un espace fondamentalement vide et hostile. Les Inuits, eux, quand ils voient la même chose que vous, ils ne voient pas ça. Eux, ce qu'ils voient, ce sont des lieux qui sont identifiés, qui sont nommés et qui racontent un rapport que les Inuits entretiennent avec ces lieux et qui construisent un territoire. Alors, je vous en donne juste un petit exemple, mais parce que ça donne une idée de ce qui se raconte. Ulujartork, l'endroit où l'on trouve des pierres avec lesquels on peut faire le couteau des femmes, couteau semi-circulaire. C'est tout ça que ce toponyme signifie. Ulujartoraluk, ça ressemble à Ulujartork, le petit Ulujartork. Ce n'est pas du tout parce qu'on trouve des petites pierres pour faire des petits couteaux, c'est parce que la forme de cette petite colline est la même que celle-ci, sauf qu'elle est plus petite. Donc vous avez une relation qui s'établit entre deux éléments du territoire, comme elle s'établirait entre deux corps. Nanualuk, l'endroit où un ours polaire avait dérivé, on l'a trouvé là, sur la plage un jour. Krekaktaralouin, les petites îles très étendues, les unes par rapport aux autres. Donc tout ça pour vous dire que le territoire dont on parle, c'est un territoire qui, bien que dénué de marques tangibles de présence humaine, bien que n'ayant pas été ou très peu transformé, vous avez des traces de présence humaine, mais vous n'avez pas sauf dans les villages contemporains, de transformation de ces paysages par leurs habitants, ce sont des lieux complètement habités et investis par les Inuits qui l'habitent et qui travaillent en permanence avec cet espace qui les environne. Et dans ce travail, le froid est l'une des dimensions. Alors pour juste aller un peu plus loin là-dessus, je vous ai reproduit ici une carte qui a été dessinée par une femme inuite du village d'Ulujartork, Hélène Halvark. Vous avez une baie très profonde et puis un lac, ici, très poissonneux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous noterez à quel point sa carte est pleine. C'est-à-dire que par rapport à l'idée qu'on se fait du vide, elle représente du plein. Et du plein avec des humains en action, des humains en mouvement, des animaux en action, en mouvement, et des êtres qui habitent à la fois la terre ferme et non pas la mer, mais la banquise. Ce qui signifie que ici, ce qui est très très important, c'est que la grande baie de Kangerluaaq, ça n'est pas un espace liquide qu'il faut pouvoir traverser, c'est un lieu sur lequel on peut vivre une partie de l'année. Alors, le froid, c'est donc ce qui va étendre, à certains moments de l'année, ce qui étend l'espace habitable, les lieux où l'on peut s'installer. Et donc, le territoire se trouve étendu grâce au froid qui transforme un élément liquide en élément solide, qui permet
de se déplacer beaucoup plus facilement, qui permet de se déplacer plus vite. En Arctique, le sol sur la terre ferme est un sol qui est lui aussi marqué par le gel, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle le pergélisol. Seule la surface du sol dégèle en été. Ce qui signifie que là où vous n'avez pas du rocher, là où vous êtes dans des zones un peu avec un petit peu de sol, vous auriez un peu de terre, mais tout ça est très très marécageux en été, et en plus, dès qu'il n'y a plus de vent, c'est plein de moustiques. Autrement dit, c'est beaucoup plus hostile en fait que la banquise en hiver, ou les lacs gelés, ou les rivières gelées. Donc vous avez une inversion entre ce que l'on penserait être le plus accueillant par rapport à ce qui est considéré comme le plus accueillant pour les Inuits. Alors autrefois, bien sûr, le froid, c'est un allié avec lequel on travaille, et c'est aussi grâce au froid que l'on pouvait, en Arctique canadien, se loger en hiver, puisque en hiver, on logeait dans des maisons de neige, les fameux igloos, comme celui-ci qui a été fait, celui-là en avril 2017, donc assez récemment, à l'occasion des fêtes de Pâques, où il s'agissait de construire le plus bel igloo possible dans le moins de temps possible. Mais donc il n'est pas très très bien fini, il n'est pas très bien réussi, mais il marque quand même quelque chose d'important. Et surtout, je vous le montre parce que vous voyez à quel point les blocs ici sont faits en neige dure, en neige compacte, qu'on ne trouve pas partout. Et pour trouver cette neige-là, dans l'Arctique, quand les Inuits vivaient encore dans des igloos, jusque dans les années 50, 60, 1900, en fait, on ne commençait à pouvoir vivre dans les igloos qu'au mois de décembre, parce qu'avant, le froid n'a pas été assez intense, la neige n'est pas assez compacte. Donc vous avez des exigences comme ça qui font que pour que le matériau soit travaillable, il faut qu'il soit passé par un temps intense de froid. Bien sûr, on se déplace en traîneau, et encore aujourd'hui, ça m'amène progressivement à cette question je vous ai parlé d'hier, les igloos, aujourd'hui on vit dans des maisons, mais quand il s'agit d'aller quelque part, dans l'Arctique, il n'y a pas de route. Alors, en Arctique sibérien, il y a des routes. En Arctique canadien, au Groenland, il n'y a pas de route. En Alaska, il y en a très très peu. C'est le moyen de transport, c'est le traîneau en hiver, le bateau en été et aujourd'hui le quad. Mais c'est beaucoup plus compliqué, et avec un quad en été, vous ne pouvez pas avoir un traîneau derrière. Donc vous transportez beaucoup moins de choses. Le bateau, c'est compliqué, la mer, c'est dangereux, il y a souvent des tempêtes, c'est beaucoup, beaucoup moins sûr de se déplacer en été qu'en hiver. En hiver, le traîneau, la technique n'a pas changé. Ils sont maintenant tirés par des motoneiges plutôt que par des chiens, sauf dans certains cas, et un petit peu plus au Groenland. Mais ça reste ce qui permet d'aller facilement où l'on veut aller. La mer gelée, c'est ce qui permet aussi de continuer à pratiquer la chasse, et notamment ici, vous avez un Inuk d'Ulukhtartok qui était en train d'installer sous la banquise un crochet pour prendre des phoques avec un crochet. C'est une technique très ancienne de chasse qui Adam Kudlark a à peu près 40-45 ans aujourd'hui. C'est une technique qu'il ne connaissait plus, mais il était intéressé, donc il est allé voir des anciens du village pour savoir comment est-ce que ça marchait. Et puis Mary Uyarkterk lui a donné le crochet pour prendre le phoque qui appartenait à son père, à elle. Et bien sûr, quand il a pris le premier phoque avec ce crochet, il l'a offert à Mary Uyarkterk parce que c'est elle qui avait, en reconnaissance de sa participation à la chasse, à travers le fait qu'elle lui avait confié le crochet de son père. Mais
Je raconte tout ça parce que s'il n'y a plus de banquise, c'est toutes ces choses qui existaient, qui semblent disparaître, qui peuvent réapparaître si on le souhaite, ne peuvent plus du tout être là. Et c'est là qu'on commence à voir apparaître cette revendication du droit à avoir froid. C'est un droit à être avec le froid, à être grâce au froid. Parce que tant que ce froid est là, on peut continuer à faire ce qui constitue l'être inuit ou l'être inuk, parce que inuit c'est un pluriel, inuk signifiant être humain, donc c'est pas genré, c'est plutôt sympathique de mon point de vue. Et être inuk, c'est être chasseur, manger du phoque, mais c'est aussi, et c'est pour ça que je raconte l'histoire d'Adam Kudlark et de ce crochet à phoque, c'est être dans une position par rapport aux situations où on est toujours en train de penser que des choses sont possibles. Et on n'est pas en train de penser « Ah, on ne sait plus chasser le phoque autrefois, les vieux, ils faisaient ça, et nous, on a perdu ça, ah là là, quel dommage, et allons regarder la télévision et nous lamenter. » Non, si je décide que j'ai envie, ben, je vais sûrement trouver et je vais pouvoir le faire. Et par rapport au changement climatique, ce que disent les Inuits, c'est les conditions changent, il faut donc que nous apprenions à nouveau à vivre dans cet environnement qui change. Et des choses que nous savions faire, bah, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce que nous savions, notre environnement, les savoirs de détail, les savoirs précis, bah, ça c'est plus vrai, parce que la banquise, elle est plus aussi solide, donc on va plus pouvoir la traverser comme avant. Mais en revanche, on a confiance dans notre capacité à répondre à cette nouvelle situation. Et c'est en cela que être Inuk, c'est savoir travailler avec un milieu exigeant, s'y adapter et aller finalement posséder suffisamment de ressources intellectuelles et pratiques pour répondre à des conditions qui changent. Mais si l'une des dimensions essentielles de ce milieu change, là c'est plus problématique. Autre scène, et c'est donc là vous êtes tout à l'heure on était sur de la chasse, ici on est sur de la pêche, qui est une dimension auquel on aime à penser aux chasseurs, on pense moins souvent que ce sont aussi de grands pêcheurs, les Inuits, et donc à nouveau la glace, c'est ce qui va permettre de s'installer assez confortablement pour pêcher pendant plusieurs heures. Et cette petite fille de 5 ans m'avait littéralement piqué mon hook, et puis elle m'a dit « Ah, moi je veux pêcher, pousse-toi de là, je veux y aller moi ». Et donc s'était mise à pêcher, et elle a pêché pendant 20-30 minutes, très patiemment, jusqu'à tirer un poisson. Donc vous avez ce qui signifie aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui habillé comme ceci ou avec des motoneiges plutôt qu'avec des chiens, avec des quads plutôt qu'à pied pour l'été, se déplacer, dans des maisons plutôt que dans des igloos ou dans des tentes en été, que l'on perd son identité inuite. L'identité, elle se réactive en permanence à travers un attachement à faire un certain nombre de choses qui engagent chacun avec son environnement extérieur. La banquise, c'est aussi ce qui permet de se retrouver, d'être ensemble pour faire dans des espaces très grands, mais qui exprime cette façon de refaire communauté. Voilà, je vous ai mis juste une photo des maisons contemporaines, parce que quand même. Et surtout parce que aujourd'hui, oui, on vit dans des maisons, mais pourtant, au moment des fêtes, on s'intéresse à maintenir ce savoir-faire de l'igloo, qui
qui renvoie à une façon d'être dehors et de pouvoir être longtemps dehors, puisqu'on n'aura pas à se préoccuper de son abri. On est aussi aujourd'hui, je vous l'ai dit, habillé à l'occidental, et pourtant, ça n'empêche pas que, en fonction des nécessités, on puisse continuer à s'habiller avec des peaux. Le froid, ici notamment, cette femme-là était habillée dans un vêtement qu'elle avait fait elle-même, en peau de caribou, avec des décors, des dessins, qui sont faits avec des morceaux de peau de caribou qui ont été teints. Donc vous avez un jeu sur le noir et le blanc. Et puis là, vous avez des versions plus modernes où, avec des tissus, on va chacun faire sa parka. Et puis, ce qui compte, c'est les dessins qu'on fait. Et puis ici, le groupe Park qui reprend celui-ci. Et puis, comme il faisait froid, tout le monde avait ceux qui pouvaient avaient des bottes en peau de caribou qui sont très légères et très chaudes. Ça veut dire que le froid, c'est aussi ce qui permet de maintenir la possibilité de continuer à se vêtir de peau d'animaux que l'on a chassés, si ce n'est soi-même sa parenté, ou sa maisonnée, quelqu'un de la maisonnée. Et donc, à travers le vêtement de peau, ce qui se construit, c'est une relation très forte avec les autres êtres vivants qui habitent le même territoire. Et ce n'est même pas qui habitent le même territoire, c'est qui habitent avec les Inuits le territoire. Et je vous renvoie à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, dessinée par Kralvark, où vous avez ce mélange de l'ensemble des humains qui habitent ensemble ce territoire et qui le construisent ensemble. Évidemment, s'il se met à ne plus faire froid dans l'Arctique, on ne va plus pouvoir porter des vêtements en peau de caribou parce que ce sera beaucoup trop chaud. Et puis, la peau ne se gardera pas, va se détériorer. Donc, vous avez tout un lien. Et là, vous avez tout un vêtement. C'était en 2006, en avril 2006. Ça, c'était en février 2013. En février, je vous ai dit, il faisait très froid. Eh bien, dans le village, tout le monde sortait, à qui mieux, ses bottes en caribou, ses bottes dessinées en phoque, avec des motifs, et tout un ensemble qui met en valeur à la fois la peau elle-même et les qualités de couturière de celle qui les a faites. Et donc, tout ça, ce sont des éléments de la culture matérielle inuite qui sont l'expression de quelque chose qui relève de la culture immatérielle et qui relève de la façon de construire le milieu et la culture avec ce qui les entoure. Donc au fond, on peut dire que le droit d'avoir froid, c'est au fond le droit d'être soi. Le froid est constitutif de ce qui fait les Inuits. Et on apprend à travailler avec. C'est un matériau comme un autre, important. Et en travaillant avec, on se définit soi-même. Mais il y a une autre dimension dans la revendication du droit d'avoir froid. Et cette revendication, elle est essentielle pour les Inuits. Le droit d'avoir froid comme droit d'être soi, c'est un droit qui est revendiqué pour quelque chose, pour rester Inuk bien sûr, mais rester Inuk pour pouvoir, à niveau égal, converser, dialoguer avec les autres. Il ne s'agit pas d'être Inuit tout seul dans son coin, sur sa banquise, dans son petit village. Il s'agit bien de s'affirmer comme Inuk, d'avoir la possibilité de le faire pour pouvoir entrer en dialogue avec les autres peuples et le reste du monde. Et de ce point de vue-là, la démarche de Chilawat Cloutier,
c'est une démarche qui est éminemment politique et qui dépasse très largement ce qui se passe dans l'Arctique lui-même. C'est-à-dire qu'en réclamant le droit d'avoir froid, en allant, ça c'était les Inuits du Groenland qui avaient porté plainte aux Nations Unies contre les États-Unis parce que les États-Unis sont les grands pollueurs qui font que le climat se réchauffe et que du coup ils perdent leur droit d'avoir froid. En faisant tout cela, les Inuits se posent c'est-à-dire sortent où on a une possibilité de sortir au moins en partie d'un rapport colonial qui leur a été très défavorable et de se poser comme des interlocuteurs à part entière avec tous les autres. Avec eux aussi, le droit de pouvoir réclamer et cette idée très forte aussi de dire, et les Inuits le disent beaucoup, qu'ils jouent un rôle, puisque l'Arctique est, pour l'ensemble des scientifiques, un lieu de la plus haute importance, et qu'on a identifié que ce qui se passait du point de vue climatique dans l'Arctique avait des répercussions sur ce qui se passait ailleurs. Donc, maintenir le froid, c'est important pour les Inuits, c'est important pour les autres. Les Inuits et Rosemary Kuptana, qui est une autre représentante inuite très importante, dit, avec d'autres, mais nous, on vous le gardera, l'Arctique. Nous pouvons être le gardien de ce froid, mais il faut nous en donner la possibilité. Donc, donnez-nous, arrêtez de vous comporter de façon inconsidérée, ce qui entraîne des transformations du climat. Et si vous faites cela, nous, les Inuits, nous sommes ceux qui gardons ce froid, qui gardons ce climat. Et en fait, c'est très intéressant parce que, ce faisant, et à nouveau, c'est une parole très politique, ils se placent comme les gardiens de l'équilibre du monde. Comme façon de dire, nous savons faire, il n'y a pas de souci. Et regardez, pendant des siècles, nous, on était là, on n'a rien fait, tout va bien. Donc maintenant, donnez-nous cette responsabilité, reconnaissez-nous ce savoir-faire, et nous pourrons garder l'Arctique froid. Évidemment, ça n'est pas possible, mais ce qui est intéressant, c'est la parole qui est portée par ça. Et donc, être soi pour converser avec les autres, je termine avec cette photo, puisqu'on va parler de chant tout à l'heure. Dans les régions dans lesquelles j'ai travaillé, on est sur du chant au tambour et non pas du chant de gorge. Et là aussi, vous voyez le transfert de génération en génération qui n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'être dans un igloo pour transmettre son savoir du chant au tambour. On n'a pas besoin d'être habillé comme ceci ou comme cela. En revanche, on a quelque chose d'essentiel à dire à travers le partage du chant, mais ça, j'en parlerai davantage demain. Et donc, je vous remercie. Et puis, je suis prête à répondre à vos questions parce que je ne suis pas sûre d'avoir complètement répondu à la demande, mais j'ai au moins essayé de vous faire saisir à quel point la question du froid, c'est une question qui renvoie à la fois à la culture inuite telle qu'elle était, mais qui renvoie aussi à ce que sont encore aujourd'hui les Inuits, en dépit évidemment d'une culture qui, comme toutes les cultures, change et se transforme en fonction de la façon dont elle entre en relation avec les autres. Merci. Est-ce que la salle a des questions ? Bonsoir, merci. Je me demandais tout à l'heure, quand vous disiez que vous avez cité que ce n'était
évidemment, ce n'est pas possible d'empêcher ce réchauffement. Est-ce que c'est une parole que la personne va déclarer, la personne qui a écrit le livre, ou est-ce que c'est votre parole voilà. Alors, il y a plusieurs choses, mais... alors, moi, quand j'ai dit évidemment c'est pas possible, c'est dans le sens... les Inuits ne peuvent pas, eux, tout seuls, empêcher une transformation climatique qui n'est pas entre leurs mains. Donc c'est dans ce sens-là que quand ils disent « nous, on le gardera pour vous », c'est une parole qui est politique, ce n'est pas une parole qui est pratique. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. En revanche, votre question me permet d'insister sur quelque chose d'important, c'est que la culture inuite, pour les Inuits, ce qui compte, c'est c'est-à-dire d'être en capacité de continuer à vivre et à vivre bien là où ils sont, et donc de construire. Alors vous voyez, je fais plein de circonvolutions parce que je ne veux pas dire de s'adapter. En anglais, ils diront « Ah, we adapt all the time », et puis voilà, on s'est toujours adapté. Mais ce n'est pas vraiment ça, ce qui se passe. C'est on prend les choses telles qu'elles sont, ce qu'on a avec les ressources qu'on a, et on est capable de faire avec. Et ces ressources changent, eh ben on va changer aussi. Et on va, en quelque sorte, il y a une reconnaissance que si la tempête se lève, bon, on va pouvoir essayer d'aller calmer un peu les esprits, mais en gros, on n'y peut pas grand-chose. Et donc, ne nous occupons pas de ce qui nous dépasse de toute façon, ce sur quoi on n'a pas prise, et concentrons-nous sur ce sur quoi nous pouvons avoir prise. Et de ce point de vue-là, la culture inuite, c'est une culture qui est rétive à la généralisation. C'est intéressant pour nous les scientifiques, parce que notre travail, c'est de monter en généralité, et la culture inuite ne cesse de dire qu'il faut se méfier de la généralisation, parce que ce qui est vrai ici, que tous les savoirs sont situés, que tout est en contexte tout le temps, donc on ne peut pas généraliser, c'est même dangereux. Mais du coup, ça donne une façon d'appréhender le monde et les situations qui se concentre sur comment faire avec, mais comment construire des alliances. Et il y a la notion de partenaire et de partenariat est extrêmement important dans la culture inuite, et on peut construire des partenariats avec toutes sortes de choses. Comment est-ce qu'on va construire quelque chose là, et finalement, sur le reste, on n'a pas prise, donc ne perdons pas de temps à ça. Mais ça, c'est vraiment la culture inuite traditionnelle. Shilawat Cloutier, elle se dit non, mais et puis Rosemary Kuptana, et puis Mary Simon, et puis plein d'autres, se dit non, mais en fait, on a peut-être prise. On peut trouver un moyen. Et donc, on ne va pas s'en priver. Mais c'est aussi un élargissement d'échelle, pour parler en géographe. C'est-à-dire que on n'a pas prise sur tout, mais on a prise sur quelque chose qui est plus large que ce sur quoi on pouvait avoir prise autrefois quand on était dans d'autres systèmes relationnels. Bonsoir. Moi, je m'interrogeais sur le froid, les paysages. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi un moyen de communication, peut-être dans un système de croyance ou de lecture du paysage, quoi. Est-ce que si on perd le froid, on ne perd pas un lien avec des esprits ou bien simplement un système d'orientation? Alors, les esprits, de toute façon, ils sont toujours là. Ils ne sont pas... il n'y a pas de... dans la culture inuite, il n'y aurait pas comme des esprits hivernaux et des esprits estivaux. Ils sont toujours là, il y en a de toutes sortes. Là aussi, on crée des liens avec eux, on s'allie, on fait des... Il y a des formes on va trouver le moyen de mobiliser ces forces-là. Donc, de ce point de vue-là, ils sont là tout le temps, comme sont là tout le temps les Inuits. C'est-à-dire, ils ne sont pas
sujet à disparaître. Et de la même façon, c'est pour ça que le message de Chilawat-Cloutier, le droit d'être froid, le droit d'avoir froid, c'est le droit à être nous-mêmes, mais au fond, il y a plein de choses qui changeraient et qui changent déjà, mais il y a un discours inuit qui est à deux niveaux. Il y a le niveau politique, à l'attention du monde extérieur, et puis il y a le discours tout aussi politique d'ailleurs, mais en interne, où là on est beaucoup plus dans, mais on n'est quand même pas démunis par rapport à ce qui se passe. On peut y répondre. Après, le paysage, de toute façon, le paysage est lu à travers, il est toujours mis en contexte, et il est toujours lu à travers les yeux de ceux qui se rapportent à lui. Donc, vous avez dans la toponymie inuite, vous avez c'est Michel Terrien qui était ethnolinguiste, qui avait beaucoup travaillé ça. Le corps inuit est comme en miroir, on va le retrouver en miroir dans le paysage. Et il y a des formes qui n'existent qu'en hiver et des formes qui n'existent qu'en été, notamment autour de tout ce qui est l'élément solide, l'élément liquide, qui est la mer, la banquise. Là, vous avez des très grandes variations et donc des toponymes qui peuvent changer, donc des façons d'entrer en relation avec ce paysage qui peuvent changer. Ce qu'il y a par ailleurs, c'est que le fait qu'il fasse moins froid, moins longtemps, va avoir des impacts sur la façon dont on peut aller dans la terre ferme. Plus, j'ai parlé tout à l'heure du pergélisol. Aujourd'hui, le pergélisol qui dégelait sur 10-20 cm, le sol dégèle en été sur des épaisseurs beaucoup plus grandes. De ce fait, les zones marécageuses le sont encore plus. Et donc, ce changement climatique qui s'exprime aussi par le fait que les étés sont plus chauds, va avoir des effets sur des zones qui vont être plus difficiles à atteindre parce que le substrat sur lequel on se déplaçait est moins adapté à ces déplacements. Et par ailleurs, la chaleur gêne beaucoup les Inuits en Arctique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les corps ne sont pas habitués à cette chaleur, que d'autre part, vous ne connaissez pas bien ça ici, parce que mais si vous allez en montagne au-dessus de la zone des arbres, on est dans des régions qui sont c'est de la roche, et donc la chaleur est renvoyée très très fortement. Donc 18 degrés ici et 18 degrés là-bas, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est beaucoup plus chaud, sauf s'il y a du vent. Et en plus, il y a plein de moustiques s'il n'y a pas de vent. Donc cette chaleur estivale est très gênante aussi pour les Inuits. Et par ailleurs, on voit arriver, parce que le froid est moins intense, le froid dure moins longtemps, et qu'en été, il fait plus chaud, et qu'en plus, sauf maintenant avec le Covid, donc ce sera intéressant de voir ce qui se passe, mais il y a de plus en plus d'avions. Donc vous avez des insectes qui arrivent avec les avions, qui autrefois disparaissaient assez vite, mais qui maintenant arrivent à résister pendant l'hiver. Donc on a de nouveaux insectes qui apparaissent et de nouveaux... comment on appelle ça ? De nouveaux parasites qui s'installent sur les caribous, par exemple, qui sont très sensibles aux parasites. Et puis, semble-t-il, alors là, ça vient par la mer, dans les poissons. Et donc, il y a des observations. Beaucoup d'Inuits rapportent d'avoir pêché des poissons qui avaient quand même des drôles d'aspect, s'interrogent sur le fait de savoir si on peut les manger ou pas. Idem pour les caribous. Les caribous ont toujours eu des parasites, mais on les connaissait bien. Là, il y en a de nouveaux, donc on n'est pas trop sûr. Donc ça met aussi un peu en danger la possibilité de continuer à se nourrir. Alors aujourd'hui, on mange aussi des croquettes et on boit du Coca-Cola, mais on continue aussi à manger le fruit de la chasse.
et de la pêche. Et donc si ça s'est remis en question, ça transforme assez profondément la façon d'entrer en relation avec l'environnement extérieur. Il y a la question de ces nouveaux parasites, mais par ailleurs, dans l'article, la grande question par rapport à la faune, c'est la question des polluants, en fait, et qui arrivent. Donc, dans certaines régions, on dit aux gens, il ne faut pas manger de la viande ou du poisson locaux plus d'1 fois par semaine. Et ça, c'est déjà l'idée que votre environnement vous empoisonne, c'est arrivé ailleurs. C'est particulièrement destructeur dans les sociétés. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, bonjour, excusez-moi. Vous avez dit à la fois que donc ils revendiquent donc leur identité par rapport au froid, donc d'une certaine manière par rapport au territoire. En même temps, dans la culture, il y a cette notion d'adaptabilité. Est-ce que du coup, le fait de revendiquer une identité par rapport au froid, c'est pas plus une manière de revendiquer une identité par rapport au savoir-faire? Enfin, est-ce que c'est pas est-ce que c'est l'identité territoire ou l'identité savoir-faire, en fait? Qu'est-ce qui est le plus présent, finalement? Tout. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette idée d'une parole inuit qui s'adapte, qui change en fonction du niveau auquel et de ses interlocuteurs. Autrefois, quand dans la culture orale, il y a un fond de culture orale très riche, et en fonction des situations, on allait raconter une histoire ou aller puiser dans ce fond de la culture orale comme une réponse ou une façon de commenter une situation. Mais ça veut dire que l'histoire qui était racontée allait changer en fonction du message qu'on voulait envoyer. Il y a une trame, et puis après, on brode là-dessus pour faire passer le message qu'on veut. Donc, cette habitude-là d'adapter le discours en fonction du message qu'on veut envoyer et de l'interlocuteur, on la retrouve en fait aujourd'hui avec cette façon de jouer sur les différentes échelles. En fonction du niveau auquel... Alors aujourd'hui, ce sont des échelles géographiques. Autrefois, c'était plutôt des... Je ne sais pas comment le dire, c'était plutôt des situations. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de géographie, donc pour moi c'est malheureux, mais bon, on ne peut pas être toujours très content, mais là c'est super en ce moment, parce que, en tout cas, il y a cette habitude de jouer puisque rien n'est jamais définitif, okay, tout est question de contexte. Si je décris un paysage, je ne peux pas décrire un paysage sans dire où je me situe, depuis où je le regarde, quel temps il faisait, avec qui j'étais, si j'étais toute seule, avec d'autres, si je partais, si je revenais, etc., etc. Puisque tout est toujours contextualisé, ce que l'on dit l'est aussi. Et donc, ce qui compte, c'est la cible, pour parler comme des chasseurs. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'on veut que ça arrive, c'est pas d'où ça part. Enfin, d'où ça part, c'est important aussi. Mais c'est pas considéré comme une contradiction, en fait. C'est ça qui est un peu... c'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est la complexité du discours, parce que c'est un discours labile, comme le monde arctique, et qui va trouver la bonne forme pour obtenir ce que l'on veut. Et ça, on l'a vu beaucoup aussi au moment des revendications territoriales au Canada, parce que les Inuits ont signé des revendications, des accords sur la récupération d'un droit, alors parfois que sur la surface, parfois aussi sur le sous-sol, c'est d'administration, c'est pas vraiment de propriété, il y a un droit de propriété mais assez limité, enfin bref, ils ont récupéré quand même un certain nombre de droits sur leur territoire ou sur une partie seulement. Et au moment des négociations, c'est pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment,
Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en avant en fonction de quels interlocuteurs? Et on est en permanence dans la négociation. Il n'y a pas de chose qui soit complètement jamais rigidifiée, arrêtée. On est dans un monde labile. Donc, à partir de là, tout se remet, se déforme et se reforme à chaque fois. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette communication. J'ai quand même envie de dire que le village qu'on voit là, enfin, on avait prévu un projet d'une autre ampleur pour ce festival, pour cette année du festival. Voilà, on avait pensé, grâce à Béatrice, faire venir une dizaine d'artistes, voilà, de ce village. On a dépensé beaucoup d'énergie, on a beaucoup travaillé, et y compris avec, j'ai oublié son prénom. Voilà. Non, c'est bien de la... Une petite fille de Jimmy. Voilà, tout le monde s'est énormément mobilisé. On a reçu des réponses favorables des autorités canadiennes pour que tout le monde vienne à Bayonne. Je ne sais pas ce que ça représentait pour elle et pour eux de venir à Bayonne, mais c'était voilà, une belle rencontre qui s'annonçait. Et évidemment, donc, on a tout annulé dès les prémices, dès le mois de mars, parce que ce n'est pas possible de faire courir un tel risque à une communauté comme ça. Donc j'espère que... Je n'ose même pas espérer pour l'an prochain, parce que je crois qu'on est installé sur une longue durée avec ce virus, mais j'espère en tout cas qu'un jour, on pourra provoquer cette rencontre tellement incroyable, quoi, de pouvoir les faire venir ici avec nous. Et bon, je te remercie de les faire exister à travers ta communication. Et je voudrais juste te poser une petite, deux questions, en m'excusant parce que j'ai dû sortir pour régler un contrebassiste qui arrive là. Donc, régler des choses liées au festival. Et la première, c'est quand même... Tu as parlé de nos imaginaires. Moi l'imaginaire que j'ai de ça, c'est des gens qui vivent complètement coupés du monde, qui sont là depuis toujours, enfin exactement ce que je lis dans la littérature des folkloristes à propos du Pays Basque dans le 19e. En fait, je me moque de ces folkloristes qui imaginent que le Pays Basque est une enclave séparée du monde, etc. Mais quand je réfléchis à mon imaginaire des Inuits, c'est à peu près ça. Et donc, je trouve vraiment important que tu fasses jaillir cette parole, et cette parole en réflexivité, c'est-à-dire que c'est une manière que... Donc moi je trouve ça, il y a énormément d'enjeux du fait que ce soit une femme, évidemment, qu'elle prenne la parole comme ça, mais elle se fait l'écho aussi d'une réflexion collective, j'imagine. Et j'ai envie juste de souligner ça, et peut-être une question, à qui s'adresse le discours? Voilà, est-ce que peut-être tu l'as dit, je m'excuse, peut-être quand je me suis absenté, mais ce discours s'adresse à qui? Il nous interpelle à nous, évidemment, mais techniquement, est-ce qu'il s'adresse à des institutions, à des institutions. C'est-à-dire que c'est un discours en fait, c'est un discours qui s'adresse au monde, et au fond, c'est une revendication qui utilise la question du froid pour, de façon beaucoup plus globale, revendiquer le droit à être, et le droit à être reconnu, et le droit à être entendu, mais surtout, et plus qu'entendu, à participer à la conversation globale. C'est-à-dire, j'ai vérifié, le fameux concert des nations dont on parlait dans les années 1920-1930, mais c'est vraiment ça. Pour les Inuits, ce qui compte, ce qui fait qu'on est Inuk, c'est qu'on est en relation. Et là aussi, à nouveau, dans cet emboîtement d'échelle, c'est de justement dire, mais nous, on n'a jamais été coupés de rien, et ce que nous voulons, c'est être entendus au même titre que les autres. Et donc, comme beaucoup de peuples autochtones, ce que font les Inuits, c'est qu'ils utilisent les Nations Unies comme le niveau auquel ils peuvent être entendus, puisqu'il y a eu tout un travail de création du groupe autochtone, la signature par les Nations Unies du droit des peuples autochtones en 2007. Et donc les Nations Unies sont pour eux une caisse de résonance
pour être entendus à une échelle beaucoup plus large. Et au fond, aussi, une très grande intelligence, et à nouveau une intelligence politique, puisque tout le monde regarde l'Arctique, eh bien, il va falloir qu'ils nous regardent nous aussi, et pas seulement les pierres, le vent et la température. Nous sommes l'Arctique, nous aussi. Et donc, profitons de ça et donc la revendication, elle n'est pas du tout revendiquer le droit à avoir froid pour rester entre nous, mais au contraire pour dialoguer avec les autres et faire reconnaître ce que nous avons, nous, à contribuer à une réflexion générale sur ce qu'est l'humanité, finalement, pour le dire tout simplement. Puisque ce sont les êtres humains, ils font bien partie forcément du genre humain. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si, on voit qu'il y a une dame, là, Sheila, je m'excuse, je n'ai pas bien retenu son nom. Est-ce que les femmes sont impliquées dans ce parcours politique, si je puis dire, dans cette revendication? Oui, alors, la naissance de l'affirmation politique au niveau... L'affirmation politique des revendications inuites, elle date des années 1960-1970, comme en général les autochtones. On trouve la même chose chez les Sâmes en Arctique européen, on le trouve dans les Amériques aussi de façon générale. Et dans les années 70, en fait, alors au Canada, mais au Groenland, c'est un peu pareil, je suis moins sûre en Alaska. Ce sont ceux qui ont été porteurs de cette parole politique à un niveau plus large. Ce sont les générations qui avaient été scolarisées dans des internats dans le sud du pays. Et c'était à la fois des hommes et des femmes. On a eu un premier... et on trouve des femmes dès le départ, mais il y a eu dans les années 80, 1980-1990, ceux qui étaient mis en avant, c'était beaucoup des hommes. Et puis, depuis, je dirais, 15-20 ans, on voit s'affirmer aussi une prise de parole par les femmes. Et au fond, je dirais que la génération, vraiment maintenant, de ceux qui ont au-dessus de 75-80 ans, qui sont encore là, qui ont été des acteurs politiques, étaient plutôt des hommes. Et puis, en ce moment... les plus actifs, ce sont les femmes, les générations des 50-60 ans. Mais par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Rosemary Kuptana, son frère, Robert Kuptana, a été aussi une figure très très importante dans la signature des accords, mais dans l'Arctique de l'Ouest, dans cette région-là, la grande figure depuis toujours, c'est Nellie Cormier, qui est métisse en plus. Donc c'est intéressant parce que les Inuits la considèrent comme Inuit, puisqu'elle est là, qu'elle vit avec eux, l'identité se fait à travers ce qui est partagé et non pas à travers une relation nécessairement par le sang. Mais donc voilà, des hommes, des femmes. Merci.